Merci beaucoup. Vraiment, je suis ravie de participer à ce colloque qui est passionnant. Toutes les interventions sont parfaitement complémentaires, donc j'en profite pour remercier encore une fois toutes les organisatrices et en particulier Sonia Desmoulins qui m'avait fait l'honneur de participer à mon jury de thèse il y a quelques mois. Alors, je précise, comme Marc Renville, que je ne suis pas juriste ni neuroscientifique. J'ai une formation en épistémologie et histoire des sciences, et plus précisément en philosophie des neurosciences. Et je travaille non pas sur le neurodroit en tant que tel, mais sur ce qu'on appelle la neurocriminologie. Alors, on aura peut-être l'occasion de discuter des recoupements ou des différences qu'on peut faire entre ces deux champs de recherche. Alors avant d'entrer dans le cœur du sujet, j'aimerais préciser le contexte dans lequel s'inscrit le programme de recherche que je vais présenter et la perspective que je vais adopter. Donc la question très générale qui sous-tend mon exposé, c'est la question de savoir si les phénomènes mentaux ou les comportements peuvent être réduits à des mécanismes neurobiologiques. Donc cette question, elle est épistémologique. Elle pose le problème de la portée explicative des neurosciences cognitives, c'est-à-dire la question de savoir ce que les neurosciences cognitives peuvent nous dire sur les phénomènes mentaux ou les comportements. Donc vous avez ici une cartographie des différentes positions qui sont soutenues à l'égard des neurosciences et de leur pouvoir explicatif. Donc des plus réductionnistes, que l'on appelle les éliminativistes, aux anti-réductionnistes. Donc la neurocriminologie, comme le neurodroit, la neuroéducation ou le neuromarketing, s'inscrivent dans une tradition éliminativiste. Donc l'éliminativisme, c'est la version forte du réductionnisme. Non seulement les comportements et les phénomènes mentaux peuvent être entièrement expliqués par des mécanismes neurobiologiques, mais surtout il faudrait éliminer toute autre explication parce que l'explication neurobiologique est jugée la plus pertinente, donc la plus à même de rendre compte de nos comportements. Donc il faudrait éliminer la criminologie pour la remplacer par une neurocriminologie, développer une neuroéducation qui viendrait à terme substituer les sciences de l'éducation traditionnelle, etc. La finalité de ces neurodisciplines, c'est de construire des catégories normatives utiles à des fins sociales, politiques ou judiciaires. Donc il s'agit d'utiliser les outils ou les données neuroscientifiques pour orienter les stratégies marketing, définir les méthodes pédagogiques les plus efficaces, ou encore dans le cadre de la neurocriminologie pour répondre aux questions relatives à l'explication, à la prévention ou à la prise en charge de la criminalité. Alors la perspective que je vais adopter s'inscrit dans le domaine de la philosophie des neurosciences, alors telle qu'elle est développée par Denis Forest à Paris ou Cédric Brun à Bordeaux, l'Université de Bordeaux-Montaigne. De manière générale, la philosophie des neurosciences s'attache à analyser les outils, les méthodes, les résultats ou les concepts des neurosciences. Elle n'adopte pas forcément une position anti-réductionniste, c'est-à-dire un rejet de principe contre la réduction du mental au cérébral, puisqu'elle vise à questionner à la fois les raisons de l'engouement suscité par les neurosciences et la légitimité des craintes qui sont formulées à leur encontre. La philosophie des neurosciences peut donc s'avérer très utile pour questionner l'apport des neurosciences dans l'étude du phénomène criminel, puisqu'elle permet d'évaluer la portée explicative et normative des outils ou des données neuroscientifiques. C'est-à-dire avant de se demander si l'on peut donner un sens à l'ambition d'utiliser les neurosciences pour répondre aux questions fondamentales du droit pénal, comme la question de la dangerosité ou de la responsabilité de l'individu, il faudrait encore déterminer ce que les neurosciences cognitives peuvent nous dire sur les phénomènes mentaux ou les comportements. Dans cette présentation, je vais proposer une analyse interne au champ de la neurocriminologie, c'est-à-dire une analyse qui prend pour objet non pas les neurosciences en tant que telles, mais l'usage des outils neuroscientifiques pour résoudre le problème de la criminalité et de sa prise en charge. Donc on va s'intéresser à l'une des voies de recherche qui est en train de se développer aux États-Unis et qui est consacrée à ce que j'appelle la neurocorrection du comportement criminel. Donc cette voie de recherche, elle a émergé au milieu des années 2000 et elle propose d'utiliser les techniques de neurostimulation, donc qui sont issues de la recherche clinique en psychiatrie biologique. Elle propose d'utiliser ces techniques de neurostimulation comme un instrument de correction des comportements violents ou agressifs.
Donc, je présenterai une synthèse des enjeux éthiques posés par ce programme de recherche avant de me concentrer sur les enjeux d'ordre épistémologique. Donc, je laisserai de côté la question de l'acceptabilité morale ou de la faisabilité pratique de cette stratégie pour analyser la question de sa légitimité scientifique. Donc, il s'agira d'analyser les arguments théoriques et empiriques qui justifient l'ambition d'intervenir sur le cerveau des criminels pour corriger leur comportement. Et je conclurai en essayant de montrer pourquoi la philosophie des neurosciences a un rôle à jouer dans les débats concernant l'intégration des neurosciences dans les pratiques judiciaires. On le verra, elle permet notamment de questionner le sens et la portée des résultats neuroscientifiques, mais aussi d'expliciter et de déconstruire les présupposés qui sous-tendent ce programme de recherche. Alors, les études consacrées à la neurocorrection du comportement criminel reposent sur l'usage des techniques de neurostimulation comme la stimulation cérébrale profonde. C'est une technique neurochirurgicale qui s'est développée au milieu des années 80. Et depuis la fin des années 2000, des études américaines pour la plupart proposent d'utiliser cette technique pour réduire les manifestations d'agressivité ou de violence dans un contexte expérimental donné, par exemple dans une situation d'exclusion sociale. Donc, les techniques de neurostimulation sont conçues comme une stratégie thérapeutique potentielle pour améliorer la capacité des individus à contrôler leur comportement ou à former un jugement moral. Cette stratégie neuro-interventionniste est défendue par des juristes, des philosophes et des neuroscientifiques américains. Le juriste Henry Greeley a mené l'une des premières réflexions concernant la possibilité d'utiliser cette technique pour, je cite, prévenir ou réduire le risque de récidive criminelle. Le caractère réversible et ajustable de la stimulation cérébrale profonde en fait selon lui un outil potentiellement efficace pour lutter contre le risque de récidive, en offrant la possibilité de moduler l'activité cérébrale de criminels présentant un défaut ou un excès d'activité dans certaines régions du cerveau. Le philosophe canadien Walter Glannon voit dans ces dispositifs une éventuelle alternative à l'incarcération pour les criminels souffrant de psychopathie. Il permettrait, selon lui, de favoriser les comportements prosociaux comme l'empathie ou l'altruisme, en rehaussant le niveau d'activité au niveau des régions associées à ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. On en parlait ce matin, c'est la capacité à inférer, à se représenter les états mentaux d'autrui, les intentions, les croyances, les émotions, etc. Ces réflexions théoriques se sont rapidement traduites sur le plan empirique au travers d'une série d'études visant à évaluer les effets sur le long terme, parfois sur plusieurs années, d'une stimulation ou d'une inhibition des régions cérébrales associées au contrôle de soi ou à la conscience morale. Ces études appartiennent au champ de la neurocriminologie. Elles s'inscrivent dans la continuité d'un projet typologique et classificatoire qui consiste à recenser l'ensemble des anomalies cérébrales observées chez les criminels grâce à l'usage des techniques de neuroimagerie comme l'IRM fonctionnel. Alors j'aurai l'occasion de revenir sur ce point parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le fondement empirique de cette stratégie neuro-interventionniste, ce sont les études IRM qui rapportent un lien entre les anomalies cérébrales et certaines incapacités fonctionnelles, comme l'incapacité à contrôler son comportement ou l'incapacité à former un jugement moral. C'est l'argument principal de la stratégie neuro-interventionniste. Les données issues de la neuroimagerie fournissent un type d'explication qui se prête facilement à une possibilité d'intervention. Elles offrent la possibilité d'identifier un marqueur neurobiologique sur lequel on peut agir directement grâce aux techniques de neurostimulation. Alors, il existe une petite dizaine d'études consacrées à ce que j'appelle la neurocorrection du comportement criminel. La plupart sont des études longitudinales, donc des études menées sur plusieurs mois ou plusieurs années, effectuées sur des détenus volontaires présentant des hauts niveaux d'agressivité et de violence, et parfois sur des sujets issus de la population générale. Donc après avoir évalué les niveaux d'agressivité ou de violence des participants, donc grâce à des outils qui sont issus de la psychologie cognitive, les participants sont répartis en deux groupes, un groupe traité par stimulation cérébrale et un groupe qui bénéficie d'une intervention placebo. L'objectif annoncé est d'étudier les effets sur le long terme d'une stimulation ou d'une inhibition de certaines régions cérébrales en mesurant les conséquences de cette intervention sur le plan comportemental.
L'amélioration du comportement est évaluée grâce au même paradigme expérimental qui est utilisé en amont de l'intervention et parfois à partir d'un questionnaire distribué dans l'environnement socio-familial ou socio-professionnel des individus. Les résultats de ces études montrent que la neurostimulation produit une amélioration rapide et significative des comportements individuels avec une disparition complète des manifestations d'agressivité et de violence. Une étude publiée en 2015 a par exemple montré que la stimulation du cortex préfrontal dorsolatéral droit, qui est impliqué notamment dans le contrôle de soi, diminuait nettement l'agressivité proactive des hommes par rapport au niveau d'agressivité mesuré avant stimulation. Et ces résultats ont été interprétés donc, par les auteurs de ces études comme un argument empirique pour justifier la pertinence d'une approche médicale du crime. Ils ont encouragé l'idée selon laquelle il serait possible de recourir aux techniques de neurostimulation pour corriger le cerveau des criminels et neutraliser le risque de récidive. Alors les débats concernant l'usage des techniques de neurostimulation dans le cadre d'une prévention médicalisée du crime tournent essentiellement autour d'une analyse d'ordre éthique. Les principaux enjeux ont été recensés dans cet ouvrage qui a été dirigé par les philosophes américains David Burks et Thomas Douglas. On y trouve un partage assez équilibré entre des positions favorables et défavorables. Les problèmes éthiques soulevés dans cet ouvrage concernent notamment la question du consentement et de l'intégrité physique et mentale de l'individu, mais aussi la question des implications de cette stratégie sur les notions de libre arbitre ou d'agentivité. C'est-à-dire le sentiment que nous avons d'être l'agent de nos actions, le sujet de nos propres expériences. Est-ce que l'on peut être encore maître de ses actions lorsqu'on a subi une intervention qui vise expressément à corriger certains de nos comportements? Les auteurs questionnent aussi le cadre juridique de cette stratégie et les conditions de son acceptabilité morale. Donc, la question étant de savoir sous quelles conditions il pourrait être moralement acceptable d'utiliser des inhibiteurs pharmacologiques ou neurotechnologiques dans le cadre d'une procédure préventive comme une alternative à l'incarcération ou aux méthodes traditionnelles de réhabilitation. Certains juristes ou philosophes se demandent par exemple s'il existe une différence fondamentale entre les interventions directes, donc qui consistent à intervenir directement sur le cerveau des individus pour corriger leur comportement, et les interventions indirectes, donc les méthodes traditionnelles de réhabilitation qui entendent modifier les états mentaux de l'individu selon une approche holistique. Sur ce point, les arguments favorables préconisent la stratégie neuro-interventionniste comme une alternative à l'incarcération ou pour réduire le temps de détention, parce que cette stratégie serait nettement moins restrictive pour les libertés fondamentales, mais aussi, je cite, plus efficace et plus humaine pour réduire le risque de récidive. Les principales réserves concernent l'intégrité physique et mentale des individus. Bien que les effets de certaines interventions soient réversibles, c'est le cas de la stimulation cérébrale profonde, elles peuvent s'avérer bien plus préjudiciables que l'incarcération dans la mesure où elles agissent directement sur les états cérébraux des individus. La question du consentement est jugée fallacieuse dans la mesure où les neuro-interventions s'imposent comme la seule alternative à une mesure qui est nettement plus coercitive. Je parle de l'incarcération. En pratique, on en discutait tout à l'heure, l'obtention du consentement libre et éclairé serait très difficile à appliquer, ou du moins illusoire, puisque le criminel n'aurait pas d'autre alternative. Pour certains philosophes, il n'y aurait d'ailleurs pas de raison d'exiger le consentement de l'individu avant l'intervention, dans la mesure où il n'est pas demandé en cas d'incarcération. Une autre préoccupation concerne la généralisation d'une approche médicalisée du crime à l'ensemble des populations criminelles, y compris aux individus ne présentant aucun trouble mental ou organique. Cette question me paraît importante, d'une part parce que peu d'attention y est accordée dans la littérature, et d'autre part parce que ce problème est emblématique d'une confusion qui a entretenu dans le champ de la neurocriminologie entre ce qui relève du domaine de la criminalité, de la maladie mentale et des troubles du comportement ou de la personnalité.
Cette stratégie propose de faire de l'individu dangereux la cible d'une intervention jusqu'ici réservée aux auteurs d'infractions sexuelles ou aux criminels atteints d'un trouble neurologique ou psychiatrique. Elle est définie comme un traitement thérapeutique pour corriger les anomalies cérébrales des criminels et ainsi améliorer leur contrôle de soi ou leur conscience morale. De ce point de vue, toutes les formes de criminalité associées à la présence d'anomalies cérébrales pourraient appeler une intervention curative, indépendamment du profil clinique de l'individu. Donc tous les criminels présentant des anomalies cérébrales seraient susceptibles de faire l'objet d'une prise en charge thérapeutique, malgré l'absence de pathologie organique ou mentale caractérisée. Il paraît pourtant essentiel de distinguer les stratégies thérapeutiques visant à traiter une pathologie des stratégies mobilisées pour corriger un comportement déviant ou améliorer les capacités cognitives ou morales des individus. Alors cette distinction, elle s'intègre dans une réflexion plus générale sur l'extension du champ d'application des techniques de neurostimulation. On est passé d'un usage qui consiste à traiter euh, des troubles neurologiques, psychiatriques ou neuropsychiatriques, vers un usage qui vise à améliorer les capacités cognitives ou morales de sujets sains. Donc, la question qu'on peut se poser étant sous quelles conditions il pourrait être légitime de restaurer les capacités cognitives ou morales de sujets ne présentant aucun trouble mental ou organique. C'est une question autant éthique qu'épistémologique qui invite à définir des critères objectifs permettant de justifier la pertinence d'une telle stratégie sur des sujets sains. Le problème, c'est que la généralisation de cette stratégie à l'ensemble des populations criminelles pourrait nourrir la confusion entre ce qui relève du domaine de la criminalité, de la psychopathologie et de la simple altération cognitive ou morale. Ces trois catégories sont confondues dans une présomption de dangerosité pathologique qui serait nécessaire de corriger au même titre qu'un trouble neurologique. Les questions d'ordre épistémologique sont relativement absentes des débats concernant la stratégie neuro-interventionniste. Il semble pourtant important d'envisager la réflexion épistémologique comme partie intégrante à la réflexion d'ordre éthique. Si l'on veut questionner l'acceptabilité morale ou la faisabilité d'une prévention médicalisée du crime, il convient également de s'interroger sur la pertinence et le bien-fondé d'une telle approche. Donc la question qui va nous intéresser à présent n'est plus de savoir si cette stratégie est éthiquement souhaitable, mais surtout si elle est justifiée sur le plan empirique. Si l'on porte un regard épistémologique sur le paradigme expérimental et les résultats de ces études, deux questions au moins se posent. D'abord, qu'est-ce qui justifie l'ambition de cibler telle ou telle région cérébrale plutôt qu'une autre? On l'a vu tout à l'heure, les régions ciblées par l'intervention diffèrent selon les études. Preuve qu'il n'existe pas une seule zone cérébrale de l'agressivité ou de la violence. Cette simple formulation n'a même aucun sens sur le plan neuroscientifique. Dans la continuité de cette réflexion, on peut aussi se demander quelle est la spécificité fonctionnelle des régions ciblées par l'intervention. Sachant que les régions cérébrales sont impliquées dans diverses fonctions mentales, on peut facilement comprendre qu'une intervention sur ces régions a des effets sur d'autres comportements que le comportement cible. La sélection des régions ciblées repose, je l'ai dit, sur des études de neuroimagerie, donc des études qui attestent d'une corrélation entre des comportements violents ou agressifs et des déficits d'activité au niveau de telle ou telle région du cerveau. Les données issues de la neuroimagerie ne nous disent rien sur la responsabilité causale de ces anomalies dans la manifestation des comportements criminels. Elles ne reposent que sur des corrélations. Le second problème, c'est que la sélection des régions d'intérêt repose parfois sur les résultats d'une seule étude de neuroimagerie, ce qui pose la question de la robustesse de la relation entre les comportements et les régions d'intérêt. On peut contester la légitimité scientifique de la stratégie neuro-interventionniste si les études sur lesquelles elle repose ne garantissent pas la spécificité fonctionnelle de ces régions. Le manque de spécificité fonctionnelle des régions ciblées est un problème épistémologique majeur parce qu'il ne permet pas de mesurer l'étendue de la dépendance causale qui unit les états cérébraux et les états comportementaux.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir dans quelle mesure telle ou telle anomalie cérébrale joue un rôle causal dans la manifestation des comportements violents ou agressifs. Alors pour bien comprendre cette limite, il faudrait que j'ouvre une longue parenthèse sur une réflexion qui est interne au champ de la philosophie des neurosciences et des neurosciences cognitives elles-mêmes, et qui décrit les différentes configurations possibles entre un état comportemental donné et l'état cérébral correspondant. Par exemple, un même comportement peut être réalisé par différentes configurations neuronales, c'est l'avant-dernier cas, et inversement, une même configuration d'états cérébraux peut générer différents comportements. Donc le problème très général que je soulève ici, c'est le manque de robustesse de la relation entre les comportements violents ou agressifs et l'état cérébral qui leur est associé, et donc qui fait l'objet d'une intervention. Cette relation est trop instable pour garantir une explication causale des comportements. Il est alors impossible de déterminer si la région cérébrale ciblée est plus pertinente qu'une autre sur le plan explicatif, ni de s'assurer que la disparition du comportement agressif ne résulte pas d'une autre cause que celle qui a fait l'objet de l'intervention. Et il est même très probable qu'en raison du manque de spécificité fonctionnelle des régions ciblées, l'intervention neutralise un autre effet que le comportement cible, précisément parce qu'un même état cérébral peut être impliqué dans différents comportements. Alors je vais essayer de prendre de la hauteur, un peu plus de hauteur sur le sujet en analysant les arguments qui sous-tendent le recours à la stratégie neuro-interventionniste comme un instrument de correction des comportements violents ou agressifs. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce programme de recherche repose sur des présupposés qui sont contestables, tant sur le plan épistémologique que sur le plan véritablement neuroscientifique. La stratégie neuro-interventionniste repose sur un double argument. Donc le premier, il est empirique. Il bénéficie des résultats publiés dans le domaine de la neurocriminologie depuis globalement les années 90 et qui montrent que le cerveau des criminels est caractérisé par un certain nombre d'anomalies cérébrales, donc des anomalies qui se traduisent par des déficits d'activité, des atrophies ou des irrégularités structurelles ou fonctionnelles. En parcourant la littérature publiée dans le domaine de la neurocriminologie, on constate que la caractérisation du cerveau des criminels renvoie essentiellement à trois états. Donc, quelles que soient les catégories criminelles examinées, la description des données est toujours corrélative d'une défaillance, d'une déficience ou d'une difformité. Les études font très souvent mention d'atrophie, d'asymétrie ou d'aberration morphologique. L'analyse de la littérature révèle aussi que toutes les hypothèses avancées pour expliquer l'origine de ces anomalies évoquent une condition pathologique. Donc, le cerveau des criminels est systématiquement relégué à un état de défectuosité, de déséquilibre fonctionnel ou de défaut de développement. C'est-à-dire une sorte d'infériorité biologique. Il se décline sur le registre de l'infirmité ou de la difformité et qui serait nécessaire de corriger. Le deuxième argument repose sur un présupposé neuroessentialiste. Alors le neuroessentialisme, c'est un concept qui a été développé par les philosophes Adina Roskies et Eric Racine et qui définit l'idée selon laquelle je suis mon cerveau. C'est-à-dire l'idée que notre cerveau définit ce que nous sommes, qui suffit à rendre compte de l'ensemble de nos comportements, de notre subjectivité ou de notre identité personnelle. Le neuroessentialisme constitue le point de départ des recherches en neurocriminologie. Si je suis mon cerveau, ou si l'individu se réduit à son cerveau, alors il paraît légitime de privilégier le cerveau seul dans l'étude des causes du crime ou dans la prédiction ou la correction du comportement criminel. Donc ça signifie qu'il suffirait de modifier le cerveau du criminel pour modifier son comportement. D'après le juriste Henry Greeley, que je citais au début de mon intervention, l'efficacité de la stratégie neuro-interventionniste est justement garantie par le fait qu'un changement au niveau neurobiologique induit nécessairement un changement au niveau comportemental. Et pour cette raison, il lui semble préférable de favoriser le développement de cette stratégie au détriment des programmes traditionnels de réhabilitation, ces derniers opérant en définitive autant sur le plan comportemental que cérébral. Alors la question de la pertinence ou du bien fondé de la stratégie neuro-interventionniste peut donc se situer sur deux niveaux d'analyse.
Si l'on veut évaluer la légitimité scientifique de ce programme de recherche, il devient nécessaire de questionner le fondement de ces deux arguments. Donc, d'une part, on peut se demander si la conception psychopathologique du sujet criminel est entièrement justifiée sur le plan empirique, c'est-à-dire si elle est compatible avec les données issues de la neuroimagerie. La manière dont le cerveau des criminels est représenté dans le champ de la neurocriminologie a favorisé une extension de son champ d'intervention. Elle a fini par encourager les initiatives interventionnistes centrées sur la neurostimulation des régions fonctionnellement déficientes. Il est donc important de déterminer si ce cerveau à corriger correspond à une réalité scientifique, empirique, ou s'il n'est qu'une construction normative visant à promouvoir les finalités recherchées par les neurocriminologues. D'autre part, on peut questionner le fondement théorique qui sous-tend la stratégie neuro-interventionniste et se demander si l'on peut donner un sens à l'affirmation selon laquelle le criminel est d'essence cérébrale. Est-ce qu'il existe une criminalité qui serait inhérente à l'organisation cérébrale des criminels? C'est une sorte de dangerosité immanente qui serait déjà là dans le cerveau des criminels. Alors, je ne vais pas tant chercher à répondre à ces questions parce que ça nécessiterait d'expliciter toutes les étapes, d'expliciter et de déconstruire toutes les étapes de la construction de ces études. Je vais juste donner quelques éléments de réponse qui permettent de révéler le fondement idéologique de ce programme de recherche. Alors que les neurocriminologues revendiquent une démarche scientifique inspirée de la méthodologie classique des neurosciences cognitives, l'analyse des publications montre qu'ils ont construit leur projet autour d'une série de pétitions de principe ou de biais de confirmation. On admet pour vrai ce que l'on cherche à démontrer. Si l'on analyse la logique argumentative des études menées sur le cerveau des criminels, on comprend que l'interprétation des données est entièrement dictée par une stratégie de pathologisation et de médicalisation du crime. Les chercheurs s'efforcent d'objectiver l'existence d'une mécanique pathologique à l'origine d'une pulsion criminelle irrésistible qui est susceptible de faire l'objet d'une intervention directe neurobiologique et spécifique. Il existe également un biais de confirmation en faveur d'une conception innéiste de la criminalité, et plus précisément d'une conception préformationniste. Je ne vais pas entrer dans le détail. Le modèle explicatif de la neurocriminologie est conçu de telle sorte à invalider la pertinence des explications sociologiques de la criminalité. Et elle est conçue de telle sorte à apporter la preuve empirique que le criminel est d'essence cérébrale, c'est-à-dire que le cerveau seul suffit à expliquer le phénomène de la criminalité. De ce point de vue, du point de vue des neurocriminologues, il s'agit de faire du crime un problème exclusivement neurobiologique dont la résolution ne peut s'opérer qu'à l'intérieur du champ de la neurocriminologie. En conclusion, j'aimerais donner un aperçu très général des questions qui méritent d'être posées quand on s'interroge sur l'apport des neurosciences dans l'étude du phénomène criminel. Il me semble que ça vaut aussi en ce qui concerne l'apport des neurosciences pour répondre aux questions relatives à l'appréciation de la dangerosité ou de la responsabilité de l'individu. Je crois qu'il faut renoncer à une hostilité de principe contre l'intégration des neurosciences dans les pratiques judiciaires. Non pas que les outils neuroscientifiques contribuent à résoudre des problèmes au domaine judiciaire. Au contraire, je crois que si l'on prend le temps d'analyser le cadre théorique et méthodologique de ces études, on voit apparaître un certain nombre de problèmes épistémologiques qui limitent l'ambition d'utiliser les neurosciences dans l'étude ou la prise en charge de la criminalité. Alors, on est encore loin de généraliser l'usage des techniques de neurostimulation comme un outil de réhabilitation criminelle. Par contre, je crois que ce que l'on peut craindre, c'est un hiatus entre, d'un côté, les attentes sociales vis-à-vis des neurosciences et les faiblesses épistémologiques des domaines d'application des neurosciences en général, que ce soit le neurodroit ou la neurocriminologie. Et justement, il me semble que l'analyse de la logique argumentative qui préside à l'étude neurobiologique du crime, l'analyse des stratégies de recherche mobilisées par les neurocriminologues, des présupposés qui sous-tendent chacun des choix méthodologiques opérés, l'analyse des concepts mobilisés dans la littérature,
la manière dont les données sont interprétées, toutes ces grilles de lecture permettent d'analyser et d'invalider la question de l'efficacité, de la pertinence et de la légitimité scientifique de cette voie de recherche. Je vous remercie.